d'avoir accepté de témoigner sur ma chaîne pour permettre aux autres personnes de se rendre compte de ce que c'est une thérapie, des effets qu'on peut en attendre. Et donc ce qui est intéressant, c'est que nous on avait démarré la thérapie en juillet 2024 et du coup on se revoit aujourd'hui fin mars 2025 pour voir si les choses ont changé ou pas, puisque c'est une question aussi qu'on a, est-ce que finalement quand on arrête la thérapie, la problématique revient ou est-ce que ça reste? Alors, pour démarrer, j'aimerais vous demander pourquoi vous avez choisi de témoigner. Parce que pour aider les gens, comme je dis toujours à mes amis, si vous avez un problème, il faut consulter, il faut y aller. C'est trop bête de passer à côté. Moi, ça a super marché. Donc voilà, pour aider les gens à faire le pas et se débarrasser de ces traumas. Ok, en tout cas je vous en remercie, c'est généreux et c'est pas évident aussi d'être filmé et de sortir de sa zone de confort. Alors au démarrage, qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu me consulter? Quel était le problème que vous rencontriez? Alors moi j'avais peur, j'avais la phobie des chiens, mais vraiment depuis toujours, toujours. Et ça a commencé à être pesant. Je fais beaucoup de vélo et c'était pas très pratique quand il y avait un chien. Mon mari devait aller avant, demander aux gens de l'attacher, voilà. Et ça commençait vraiment à me peser. J'arrêtais de travailler et du coup je me suis dit allez, c'est le moment, tu es disponible dans ta tête, voilà, essaye. Donc, depuis quand vous aviez ce problème de la phobie des chiens? Depuis toujours. De ce que je me souviens, depuis toujours petite. Voilà. Donc on peut dire, vous êtes venu me consulter, vous aviez 62 ans. Ouais. En gros, ça faisait plus de 60 ans que vous étiez confronté à cette difficulté qui avait des conséquences importantes dans votre vie. Vous disiez, je ne pouvais pas aller chez quelqu'un si je savais qu'il y avait un chien. Même s'il me disait, t'inquiète pas, il est enfermé, j'imaginais qu'il allait ouvrir la porte. C'était pas possible, je passais pas une bonne soirée. Du coup, j'y allais pas. Ouais, donc tous vos amis, en fait, et comme vous dites, vous étiez en retraite. Donc là, vous aviez beaucoup d'invitations chez des amis et ça devenait assez handicapant au niveau social. Oui. Puisque ça vous empêchait de profiter, soit d'aller carrément manger avec vos amis ou d'aller chez eux, ou de profiter de l'instant présent, même si le chien était enfermé dans une autre pièce. Ah oui, oui. Vous ne profitiez pas de l'instant et du partage avec vos amis. Non, et plus je vieillissais, moins j'avais envie de faire d'efforts, en fait. Au début, je me souviens, quand j'étais plus jeune, si mes amis me disaient « t'inquiète pas », alors je faisais quand même l'effort d'y aller. Mais plus j'avançais dans l'âge, moins j'avais envie de faire d'efforts. Voilà, je me disais non, tant pis. Donc ils le mettaient ailleurs, ils allaient le porter chez la grand-mère, chez les enfants. Ouais, ça demandait toute une logistique voilà. Pour arriver à vous avoir comme convive. Oui, et puis j'étais pas bien parce que c'est pas normal en fait. Je m'en voulais. Et en fait, j'aime les chiens, je leur voulais pas de mal. Hein. C'est juste que j'arrivais pas. Et puis vous disiez, il y avait aussi ces moments de partage avec votre mari, où vous adorez faire des balades à vélo ensemble, et la peur de rencontrer un chien sur votre trajet oui. Vous empêchait aussi soit de faire les balades, ou soit de profiter de la balade en elle-même. Oui. Ok. Est-ce que vous aviez déjà consulté avant pour ce problème? Non, jamais. Jamais, je n'étais pas prête. Alors, qu'est-ce qui fait que du coup vous étiez prête? Oui, vous aviez dit, vous êtes en retraite, vous aviez un peu plus de temps pour vous occuper de vous, on va dire. Voilà. C'est ça. Ça y est, en fait, je mérite enfin de... C'est ça, j'ai arrêté, j'avais un travail prenant psychologiquement et du coup là, j'étais prête, je me suis dit, il faut que tu t'occupes de toi et ça a commencé par ça. Alors, du coup, votre demande, c'était de résoudre cette phobie des chiens. Ouais.
Et nous, on s'est vu donc le 4 juillet 2024 pour un premier rendez-vous. On a fait le point sur votre demande. On a fait aussi ce qu'on appelle, nous, en EMDR, un plan de ciblage. Oui. C'est-à-dire que dès le premier rendez-vous, en fait, comme c'était une problématique, nous, on dit simple, du coup, on a vraiment ciblé par rapport à votre demande. Et en faisant le plan de ciblage, on a identifié des événements traumatiques à les retraiter en EMDR, et vous avez défini des objectifs à atteindre qui étaient notamment de pouvoir être dans la même pièce qu'un chien sans avoir peur, voire même pouvoir caresser un chien, en tout cas ne plus avoir cette phobie et ne plus être dans l'évitement des chiens. D'ailleurs, je me souviens au démarrage, vous m'aviez dit que c'était pas que les chiens, c'était, vous m'aviez dit les animaux en général, les chats. Oui, c'est ça, tous les animaux en général. Ok. Donc vous vous souvenez un petit peu le temps que ça a pris, notre thérapie, et puis le nombre de rendez-vous? Il y a eu le premier rendez-vous, là on a discuté, on a pris contact et vous avez établi le plan de ciblage. Ensuite j'ai fait 7 séances de travail vraiment approfondi, et ensuite une séance de bilan, de bilan. D'évaluation, voilà. Donc moi c'est vrai que j'aime bien, c'est bien que vous en parliez, parce que j'aime bien travailler de façon assez, ciblée, carrée, de façon méthodologique, parce que je trouve que ça permet, vous allez peut-être me le confirmer, de savoir déjà pourquoi on vient, d'où on part et ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc ça, on l'a dans le plan de ciblage qui nous suit de début à la fin de la thérapie. Ouais. Parfois, les gens viennent et me disent « bon, je ne sais plus où on en est, je parle de tout, de rien ». Et en fait, ça permet de revenir au plan de ciblage en disant « voilà où on en est dans le plan de ciblage, voilà déjà ce qu'on a retraité et voilà ce qui reste ». Et on peut aussi se faire des bilans à mi-parcours pour savoir où on en est de l'atteinte des objectifs. Et j'évalue aussi, alors là j'ai gardé, on va dire, cette habitude de quand j'ai fait mon DEA, mon diplôme d'études approfondies, qui est je crois que c'est un master recherche maintenant, où on évaluait, on faisait des études statistiques en fait. Donc on évaluait avec des questionnaires, et on faisait ce qu'on fait d'ailleurs en médecine quand on évalue, du pré-per-post ou du pré-post, c'est-à-dire au moment où on se voit où j'en suis de mon évaluation, et quand on a fini la thérapie, on réévalue avec les mêmes outils d'évaluation où on en est. Et donc j'avais un petit peu regardé les questionnaires. Donc il y avait notamment un petit questionnaire abrégé de dépression. Moi je fais remplir celui-là pour voir un peu où on en est. Bon, vous n'étiez pas en dépression, mais vous aviez quand même 7, un score de 7. Donc on qualifie une dépression au-delà de 10, mais vous n'aviez pas rien non plus, c'est-à-dire que vous aviez un peu, vous reprochiez tous les malheurs qui arrivaient, vous étiez un peu dans une culpabilité excessive. Ah bah oui. Et quand on a réévalué à la fin de la thérapie, vous étiez à 0. Donc 0, c'est quand même nickel, on a tout nettoyé. Il y avait même plus cette dimension voilà, je me culpabilise, j'en veux énormément. À cause de moi, il y a un impact sur mon mari, sur mes amis. Donc ça, vous avez réussi à le gérer. Mais de toute façon, vous explosez maintenant. Oui. Et on avait aussi un questionnaire, alors j'en profite pour en parler, je fais remplir un questionnaire de dissociation, c'est-à-dire qu'on sait que plus on a d'état dissociatif, on va dire, plus le niveau de dissociation est important, plus on a eu de trauma dans notre histoire. Donc nous, ça nous permet un petit peu d'avoir une évaluation, de voir un petit peu d'où on part. Donc au démarrage, vous étiez à 17,5, ce qui n'est pas du tout énorme, hein, mais entre le avant-après, quand on a réévalué, vous étiez plus qu'à 11, c'est-à-dire qu'on a diminué les expériences dissociatives au quotidien. C'est-à-dire qu'on a vraiment intégré du trauma au cours de la thérapie. Donc ça, c'était intéressant à savoir. Et on avait aussi le questionnaire des schémas, le avant-après, on vous souvenez, on fait des petits histogrammes. Donc ça permet d'avoir une vision directe, et on a aussi diminué des dimensions, notamment de carences affectives. Alors c'est pas toujours des vraies carences affectives, c'est carences affectives perçues, en fait, peut-être des manques de compréhension de mon entourage. Donc ça n'est pas le passé qui change, mais c'est la perception qu'on en a. Oui, alors ça c'est flagrant.
C'est vrai. Ouais, vous avez des exemples peut-être Oui, quand on a retraité une discussion avec ma maman, je me souviens m'être arrêtée pendant la séance et vous avoir dit mais j'ai un sale caractère parce qu'en fait j'avais mal compris, et c'était naturel, c'était impressionnant. C'est un sentiment qui m'est venu pendant la séance où je me suis dit mais c'est toi qui as mal compris, alors que je rejetais toute la faute sur ma maman. Oui. C'est l'angle de vue qui change en fait. Complètement. En EMDR, ça facilite cette neuroplasticité qui fait qu'on fait un peu, moi je dis en rigolant, mise à jour disque dur, c'est-à-dire qu'on réactualise les données et du coup l'angle de vue change. Ah oui. Donc oui, à l'âge où vous aviez, vous pensiez que c'était votre mère, et vous lui en vouliez, et puis finalement le cerveau il a intégré la maturité alors qu'il était resté figé, resté encapsulé à l'époque, et finalement l'angle de vue a dit non mais en fait quand on est maman on fait ce qu'on peut, et puis c'était pas mal intentionné, c'est moi qui ai braqué là-dessus quoi. Voilà, ouais, complètement. Ok, donc il y avait cette schéma on avait 11% qui n'était pas énorme du tout, mais qu'on n'a plus du tout à la réévaluation, et on avait 6% de schéma de peur par rapport au danger de ce qui peut arriver ou à la maladie, et ça on l'a complètement nettoyé, on l'a plus du tout non plus. Donc là, on voit qu'on avait bien travaillé par rapport à ça. Ok. Alors, est-ce que aujourd'hui, les résultats, ils sont toujours là? Alors oui. J'ai réussi. Alors au début, c'était bizarre. Au début, c'est mon corps qui voulait caresser les chiens. Ça m'a fait. Surtout à mon mari. Parce que je me jetais complètement sur les animaux. En fait, la première fois, c'était un chat. Et je me suis jetée sur le chat pour le caresser. Alors, je ne l'ai pas pris dans mes bras, mais il était à mes pieds. Et je me suis jetée sur lui. Et du coup, il a eu peur, mon mari, pas le chat. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai jamais vu ma femme comme ça. Non. Et du coup, il essayait de me protéger et j'avais presque pas le droit de le toucher. Je comprenais pas. Et ensuite, ça me l'a fait sur un chien que j'ai rencontré dans la rue. Alors, il était en laisse, mais j'ai demandé si je pouvais le caresser. Et pareil, c'est mon corps qui... Ça m'a fait bizarre. Ouais, comment expliquer? C'est mon corps, vraiment. Comme un élan. Voilà. De toute façon, comme vous disiez, vous avez toujours aimé les animaux. Mais oui. C'était la peur qui était là. Mais en voilà. fait, votre élan, c'est d'avoir cette sympathie envers les animaux. Ouais. Donc, voilà. C'était une expérience incroyable. Et après, parce que en fait, j'ai besoin d'observer avant. Évidemment, je vais pas acheter un chien. Je pense pas pour l'instant. Mais je peux rester dans la pièce avec un chien. J'ai besoin d'un temps d'adaptation quand même. C'est-à-dire que je regarde le chien, je vois comment il fonctionne, s'il bouge beaucoup, s'il saute sur les gens, et ensuite je vais vers lui. Mais c'est formidable. C'est carrément... c'est magique. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie, cette thérapie de 3 mois, quoi? Juillet, août, de 2 mois. Je me suis sentie plus forte, en fait, bizarrement. C'est-à-dire que libérée, je sais pas comment expliquer. Ouais. Libérée, plus forte, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Et est-ce que votre entourage, il a observé ces changements? Oui, mon mari... oui. Alors, je sais pas si... déjà vis-à-vis des animaux, oui. Au début, il me protégeait beaucoup. Donc on a discuté et je lui ai dit, mais laisse-moi, si j'y vais, c'est que je pense que je peux y aller.
Donc laisse-moi faire, laisse-moi caresser le chien, enfin... et mes amis, c'est pareil en fait. On a des amis qui ont un gros bouvier bernois. Ma copine, aussitôt, elle voulait me protéger. Mais non, si je te laisse, si je dis rien, il faut le laisser. Ok. Est-ce qu'ils apprécient du coup la nouvelle version de vous-même? Ah bah carrément. Ouais. C'est beaucoup moins stressant pour tout le monde et puis il y a moins de logistique quoi. Alors j'y vais petit à petit. Là j'ai fait le gros bouvier bernois parce que voilà, je le sentais et c'est celui qu'on voit le plus. Maintenant j'ai celui de mon neveu, maintenant c'est aussi un gros chien. Je préfère les gros chiens, enfin c'est bizarre. Ok, alors si vous aviez connu les résultats possibles avec cette thérapie, est-ce que vous auriez consulté avant? Ah bah oui, bien sûr. Ouais, oui. Oui. Je l'aurais fait depuis longtemps. Oui. Mais moi je savais pas que ça existait. Enfin, j'ai jamais fait de thérapie. Je pensais que voilà, je mourrais avec cette peur. Et c'est une amie qui est venue et avec qui on a passé une semaine à la montagne ensemble. Et un soir, on en parlait et elle m'a dit « Tu devrais aller voir Éléonore, je pense qu'elle peut faire quelque chose pour toi. » Et elle m'avait dit ça il y a peut-être 4 mois avant que je vienne, mais j'étais pas prête. Enfin, c'est vraiment la retraite où là je me suis dit allez, tu t'occupes de toi, tu commences par ça et puis voilà. Mais c'est important ce que vous dites, il y a une question de timing. On n'est pas toujours prêt, enfin c'est important de se sentir prêt. Parce qu'en plus dans la thérapie, on parle d'alliance thérapeutique, c'est-à-dire qu'on coopère en fait, on va avancer ensemble. Donc si finalement la personne elle vient par exemple poussée par son mari mais qu'elle ne se le sent pas, bon, on ne va pas pouvoir faire alliance, enfin, ça va être compliqué. On ne peut pas emmener quelqu'un à l'insu de son plein gré. Mon mari, quand on l'a su, m'a dit t'as toujours pas pris rendez-vous et tout, mais non, j'ai pas pris rendez-vous parce que je le sens pas. Et on est parti en juin à vélo, on a encore rencontré des chiens et encore il a dû aller devant pour demander qu'on l'attache et à un moment le chien il appartenait à personne. Il y avait plein de gens et à chaque fois il demandait et non c'est pas à nous et du coup je me suis dit mais il faut que tu y ailles donc je suis quand même passée mais je voyais bien que j'étais un peu plus hardie on va dire enfin un peu moins peureuse et là je me suis dit allez on y va. Donc ce que vous observez, c'est qu'il y a moins la peur. Ah bah carrément. Qui n'est plus là du tout. Non. Non. Ok. Non, je fais attention, mais j'ai plus peur, j'ai plus cette phobie. Et je crois que vous disiez quand on préparait là, que quand on a retravaillé les souvenirs qui étaient sur... moi je parle du canal d'information dysfonctionnel en fait, qui avait généré ce canal de peur. Vous êtes souvenu très précisément, alors je ne sais pas si vous voulez en parler, vous n'êtes pas obligé. Oui. Mais c'est intéressant de voir vraiment, donc on était sur un souvenir de 2, 3, 4 ans, enfin toute petite, c'était ça je crois. J'avais pas de souvenir, c'est ma maman qui m'avait expliqué comment ça s'était passé. Et du coup on est reparti de là, en fait je descendais, on habitait au premier étage, je descendais l'escalier pour jouer dans le jardin. Et il y avait un chien attaché dans le hall d'entrée. Et le chien s'est détaché pour jouer avec moi et j'ai eu peur. C'est vrai que on n'a pas de souvenir, j'avais 2 ans. Et pourquoi je dis 2 ans? Parce que je me souviens avoir vu ma mère avec un bébé dans les bras et avec des cheveux noirs. Et c'est ma sœur en fait, on a 1 an d'écart, donc je devais avoir 2 ans. Et je me suis vue, en fait, c'est impressionnant. Je me suis vue passer
la bordure, enfin, on se voit pas le visage, on voit pas le visage de ma mère, de mon père. Mais je me suis vue avec mon petit collant en laine passer la petite bordure du jardin pour aller sur l'herbe. Et j'ai vu ce chien tourner autour de moi. Et effectivement, il m'a rien fait. Simplement, j'avais 2 ans et c'est impressionnant. Oui, il devait paraître énorme. Voilà. Mais il n'était pas très grand en fait. Mais c'est impressionnant comment les images viennent. Et comment le souvenir change entre guillemets. C'est-à-dire qu'au démarrage, il y avait beaucoup de peur et vous aviez une certaine vision des choses. Et à la fin, finalement, vous avez compris que ce chien, en fait, il était très intéressé par jouer avec cette petite fille. Ouais. Donc votre perception de l'événement a changé, peut-être avec l'image aussi ou le... Oui, en fait, j'ai vu qu'il m'avait rien fait et après on passe par des sentiments. Je me souviens qu'une séance, j'étais triste, je suis rentrée chez moi triste, mais c'est parce que ma mère avait pas parlé de l'événement à mon père le soir. Et pour moi c'était important parce que j'avais été traumatisée par ce chien qui m'avait pas mordu. Ma mère m'a enlevé parce que je pleurais, donc elle est venue me chercher et on est rentré à l'appartement. Et le soir, quand mon père est rentré, elle lui en a pas du tout parlé. Ils ont parlé de leur journée, mais pas de la mienne, alors que c'était super important pour moi. Et je suis allée me coucher avec ça. Et je me souviens que je suis rentrée à la maison triste. Enfin, mon mari m'a dit, mais t'as pas l'air bien aujourd'hui. Et je dis, non, je sais pas, je suis triste. Bon, après... Oui, c'est effectivement leur traitement, comme le cerveau, il va aller retravailler dans des zones où je disais, la mémoire, elle est encapsulée. Mais la mémoire, c'est pas que l'image, c'est aussi les émotions, par exemple la tristesse ou les sensations, que ce travail n'a pas pu se digérer physiologiquement, presque moléculairement. Donc effectivement, pendant le cours du travail, il faut accepter de vivre. Alors, ça peut être de la colère, c'était de la tristesse, peut-être la déception que votre mère n'ait pas compris à quel point ça avait été important pour vous. Et d'ailleurs, ça illustre bien aussi le fait que les enfants, ils ont besoin qu'on parle de certaines choses. En fait, c'est juste de dire « Ah oui, tu as dû avoir très peur. Brigitte, elle a eu peur aujourd'hui. Il y a un chien qui a voulu jouer avec elle. » Rien que ça, en fait. Et l'enfant, hop, ça lui permet de mettre dans les bonnes cases en disant « Ah oui, c'est juste que j'ai eu peur. D'accord, c'était ça ce que j'ai vécu alors. » Oui. Et ça fait pas problème, en fait. Voilà. Et du coup, je fais attention avec mes petits-enfants. Mais c'est important parce que quand je vois moi les conséquences que ça a eu pour juste un petit événement, en fait c'est un chien qui m'a tourné autour et qui a voulu jouer et pendant 60 ans ça m'a pourri la vie. Mais en fait je rigolais parce que parfois je rigole et je me dis vous vous moquez, non c'est parce que je suis contente. Et en fait je trouve ça génial parce que je me dis vous êtes venus 2 mois, vous avez fait un travail incroyable. Et finalement, ça fait tache d'huile, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que maintenant, celle que je suis ou ce que j'ai compris de l'impact de ces événements sur ma vie, ça me fait être une grand-mère encore plus attentive à certaines choses pour d'autres êtres humains. Et moi, ça me rend heureuse, je trouve ça génial. C'est, hop, ça contamine en positif. Oui, tout à fait. Bon, est-ce que vous auriez peut-être d'autres choses à rajouter non, pour les gens qui vont écouter le témoignage? Moi, j'engage à pas hésiter à venir vraiment. Enfin, le moindre petit trauma, le moindre petit, à venir. Faut pas hésiter. Et puis voilà. J'en parle tout autour de moi. Enfin, il y a des amis qui vont venir, qui sont venus. Il faut vraiment pas hésiter. C'est trop, c'est magique. Enfin, moi... ça nous paraît magique parce que c'est encore assez nouveau dans les mœurs, on va dire.
Mais je vois par exemple que si on ne savait pas qu'on pouvait réparer une jambe, je ne sais pas moi, il y a très longtemps, on a la jambe cassée, peut-être les hommes de Néandertal, ils disaient bon bah c'est foutu, voilà, t'as une jambe cassée, tu ne pourras plus marcher de ta vie. Et un jour, je ne sais pas comment c'est venu, on s'est aperçu qu'il suffisait de mettre un plâtre et puis d'attendre un certain temps et que tout se réparait tout seul. Il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste vérifier que ça ne s'infecte pas ou qu'on met bien dans le bon axe. Mais en fait, les tissus de l'os, les ligaments, la peau, tout ça, ça sait se réparer. C'est ça qui est génial. Et on était encore dans une espèce de fausse croyance que le cerveau, c'est le seul organe du corps humain qui ne peut pas se réparer. Ouais. On est traumatisé, on sera traumatisé à vie. Mais en fait, c'est complètement faux en termes de connaissance de la science et de la biologie et du vivant. Donc voilà, je suis vraiment contente que vous puissiez témoigner de ça. On voit vraiment que c'est le cerveau qui se libère, parce que moi, ça a vraiment été ça. La petite capsule que vous dites, s'est ouverte et j'ai revécu les scènes, toutes les scènes. Enfin, c'était impressionnant. Oui, on va revisiter des choses, mais pas que intellectuellement. Hein. C'est vraiment émotionnellement, sensoriellement. C'est vraiment ça le travail de la psychothérapie. Oui, et on est conscient. En fait, on reste conscient. Enfin, c'est pas de l'hypnose. C'est, on est vraiment juste assis et puis faut pas avoir peur, il faut surtout pas hésiter. Ah oui. Bon, écoutez, merci encore pour votre contribution pour aider d'autres personnes et leur montrer que oui, c'est possible. Alors, vous, dans votre cas, ça a été rapide puisque ça a duré 2 mois et 9 rendez-vous en tout. La prise de contact, l'évaluation, donc moins de 10 rendez-vous. Attention pour les personnes qui vont nous écouter, ça dépend des événements de vie, de l'âge que l'on avait, de si ces événements de vie ont été récurrents. Donc, c'est pas toujours moins de 10 rendez-vous, mais effectivement, le MDR est extrêmement efficace. Ah oui, vraiment. Merci. Voilà, mais merci à vous, Brigitte.